Bonjour, bonjour Hervé, Bonjour Pierre-Hervé Laurent. Carré, qui nous fait l'honneur de venir sur à notre matinale de fréquence populaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous Hervé Carrès, ceux qui suivent les émissions de notre ami Régis de Castelnau, en particulier Jeu du droit, euh, vous connaissez un peu Hervé Carrès, puisque vous y faites depuis maintenant un certain temps, plus d'un an, je pense, maintenant, des interventions parmi les plus intéressantes sur les questions militaires liées au conflit en Ukraine, mais aussi liées au conflit en Israël ou dans d'autres zones. Et vous avez cette approche du spécialiste et pas du commentateur de plateau. Pourquoi? Parce que Hervé Carrès, eh bien, a été, pompier pendant très longtemps, et il a fait quasiment tous les grades de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la très célèbre BSPP, donc si je ne me trompe pas, de sergent de sous-officier, donc jusqu'à colonel, donc Ouais. heu, commandant Si, d'un si- si je permets, je vais un petit peu rectifier. En fait, je suis un officier d'infanterie. Je suis un officier d'infanterie qui a commencé comme sergent dans l'infanterie. En 1993, je rejoins la BSPP, mais après j'ai fait des allers-retours sans arrêt entre l'armée de terre et puis la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Ce qui fait que donc j'ai une double culture, en fait, aussi bien militaire que de sécurité civile. Et j'ai même maintenant une triple culture, puisque depuis 6 ans, je fais du conseil en gestion et communication de crise. Donc j'ai même maintenant une culture qui est ouverte vers la société civile. En toute modestie, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au conflit, notamment ukrainien, parce que j'avais accompagné un petit pays d'Amérique du Sud qui voulait euh, exfiltrer ses étudiants au début du conflit. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux opérations et c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait énormément de distorsions entre ce qui se passait sur le terrain et ce qui était relaté par les médias. Et c'est à partir de là que je suis rentré un petit peu dans ce jeu de l'infosphère pour amener un éclairage différent. En fait, je ne fais qu'analyser ce qui se passe avec les outils que j'ai appris, notamment lors de mon stage à l'école de guerre. Et ces outils, tous les officiers, les experts qui interviennent sur les plateaux les ont à leur disposition. Donc c'est étonnant que justement, ils ne les utilisent pas pour essayer d'y voir plus clair peut-être, et en tout cas d'éclairer les auditeurs, les spectateurs de manière plus neutre et plus nuancée au regard des propos que l'on peut attendre sur la plupart des grandes chaînes de télévision, et notamment les chaînes 24/7. En tout cas, plein de réactions positives dans le fil. Oui, c'est une belle surprise. On vous a fait une belle surprise avec Hervé Carrès, qui est là. En tout cas, comme c'est écrit, c'est une très belle carrière. Comme certains le disent, vous venez d'en bas, de sergent. Vous avez monté tous les grades. Donc, double culture, infanterie, armée de terre, plus la brigade des sapeurs-pompiers. Certains écrivent admirable pompier. Il me semble que les pompiers, la BSPP et de la et des sapeurs-pompiers de Marseille sont parmi les plus salués le 14 juillet. Les Français les aiment beaucoup et pour cause. Euh, vous affrontez le feu tout le temps pour sauver les gens. Et donc, c'est pas rien. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire un salut aux pompiers en général, les pompiers qui ne sont pas de l'armée, qui sont en grande difficulté pour tout un tas de raisons, de mauvaise gestion. Euh, voilà. Heureusement qu'on a des sapeurs-pompiers, sinon on aurait de gros ennuis. On en parlait tout à l'heure. Donc, Hervé, merci encore. La situation internationale est très préoccupante, euh, très agitée. Plusieurs conflits en cours, des conflits à venir, les citoyens sont inquiets, à raison ou à tort, je ne sais pas ce que vous en pensez, que la France puisse tomber dans un conflit avec les annonces euh, qu'a fait, qu'a fait Emmanuel Macron à plusieurs reprises, d'envoyer l'armée au sol, de s'engager pour la reconquête de l'ensemble du territoire ukrainien, d'autoriser les tirs de missiles euh, occidentaux sur le territoire russe. Est-ce que, selon vous, il y a un vrai risque d'escalade qui pourrait entraîner la France dans un conflit? Et en ce cas-là, l'armée française est-elle prête ou est-elle esselée?
Bon, d'abord, je pense qu'il faut faire la part des choses entre les annonces du président Macron, qui sont souvent vagues et qui, à mon avis, notamment lorsqu'il a la première fois évoqué l'envoi de mecs sur place et ensuite de troupes lors de plusieurs déclarations publiques, il faut imaginer que derrière, l'état-major des armées va chercher à lui faire définir un état final recherché par rapport à ces annonces et éventuellement, dans un processus de négociation avec le pouvoir politique, faire rectifier ou faire préciser en fait ce qu'il veut réellement. Et ce que l'on peut remarquer, c'est qu'à l'issue de ces premières annonces, le résultat a été la formation d'une unité ukrainienne sur le sol français, la brigade Anne de Kiev. Et ça, c'était une première parce que sur le plan de la synergie et de l'entraînement des forces ukrainiennes, c'était une première et qui avait vraiment un intérêt sur le plan de la formation des soldats, mais de l'état-major de la brigade et également de tous les appuis de la brigade. C'était vraiment un événement qui était, à mon avis, une première, mais surtout qui était très très porteur pour la dynamique des forces armées ukrainiennes, qui étaient en difficulté à ce moment-là sur le front. Ce que l'on peut retirer de cette formation, c'est qu'il est fort probable que l'état-major des armées ait négocié avec le pouvoir politique à l'issue de ces annonces et ait proposé une solution qui paraissait acceptable et amenant énormément de plus-value par rapport à l'engagement du président Macron au profit de l'Ukraine. Maintenant, dire que des forces armées françaises et notamment terrestres pourraient être engagées sur le front ukrainien en l'état, je dis bien en l'état de la situation de ce front on est dans un état de guerre, hein, il n'y a pas eu encore ni de cessez-le-feu, ni de proposition de cessez-le-feu. Euh, Très honnêtement, je n'y crois pas. En cas de conflit, quel est l'état de l'armée française? Est-ce qu'elle est dans un bon état? Est-ce qu'elle est dans un mauvais état? Quel type de conflit elle peut supporter ou ne pas supporter? Bah, en fait, l'armée française, les armées françaises, notamment, on va parler des trois fonctions, que ce soit maritime, aérienne et puis terrestre, ce sont des armées qui ont été tournées vers la projection. Donc, ce sont des unités qui permettent d'intervenir sur les théâtres d'opération où la France a des intérêts de manière assez rapide, avec des volumes de force qui sont limités. Les opérations au Mali ont été un peu une exception puisqu'on est resté sur place. D'ailleurs, à mon avis, c'est peut-être ce qui a conduit au final à ce divorce entre le Mali, en partie, je dis bien, en partie entre le Mali et la France, puisque ça a été utilisé en termes de désinformation pour prouver que c'était une opération néocoloniale, alors qu'au départ, n'oublions pas que la France était intervenue sur la demande du gouvernement malien dans le cadre des accords de défense. Donc c'est une armée qui est tournée vers la projection. D'ailleurs, c'est pour cela qu'elle a très peu de moyens lourds. Les forces terrestres, par exemple, sont des forces intermédiaires avec énormément de blindés à roues et très très peu d'engins chenillés. Les seuls engins chenillés que l'on va trouver dans l'armée de terre, ce sont bien sûr les chars Leclerc, quelques batteries LRM sur châssis chenillé, et puis encore quelques batteries de 155 mm sur AUF1, hein, donc qui sont également des automoteurs d'artillerie. Et ensuite, tout le reste de l'équipement de l'armée de terre française, c'est un équipement qui est basé sur la roue, en fait. Hein, et les nouveaux engins qui sont achetés pour notamment rénover la composante infanterie ou la composante blindée roue des unités de l'armée de terre, remplacer les véhicules de l'avant blindé, d'ailleurs, qui sont fournis aux Ukrainiens dès que le remplacement est fait, c'est également des blindés à roues. Ce sont les modèles qui sont sortis actuellement. Ben, justement, en parlant de ces modèles à roues, la brigade dont vous parlez, Mm. Anne de Kiev, euh, d'ailleurs, Alexandre, son nom m'échappe de famille, mais Alexandre qui anime la chaîne anglaise History Legends, Oui, avec qui vous oui, travaillez des fois, qui est oui. analyste également, et Mm. a suivi la formation de cette brigade. Mais il semblerait que les AMX-10 justement et les VAB ne soient pas tellement adaptés, et soient plutôt des engins de mort sur le terrain russe actuel, face aux Russes, mais qu'en plus,
la brigade, dès qu'elle est arrivée en Ukraine, a été dispatchée pour colmater des trous. C'est-à-dire qu'elle ne combat pas en tant que brigade, ce qui Ouais. rend la chose un peu étrange, non? Non, en fait, je dirais même que c'est terrible parce que l'effort de formation qui a été fait par la France de manière à donner une unité complète et capable de fonctionner en autonomie, en fait, a été complètement Ce qui est en soi très intéressant, justement, oui, logique. bien sûr, et surtout sur le plan moral et sur le plan de la cohésion, a été complètement démontée lorsque la brigade est arrivée sur le terrain ukrainien, puisqu'elle aurait été, alors je pense qu'il a des informations qui sont sûres, hein, puisque j'ai vu que Sylvain Ferreira avait également, qui suit très très bien le conflit ukrainien, avait également attesté de cette information. Il semblerait que les unités étaient dispatchées sur plusieurs parties du front et intégrées à d'autres unités. Je pense que sur le plan euh, de l'efficacité et des synergies, c'est très mauvais. Sur le plan moral, des soldats qui ont été formés dans une ambiance de brigade et de cohésion, c'est également très très mauvais, très très mauvais, sachant qu'actuellement, vu les difficultés du front ukrainien, le moral des soldats ukrainiens n'est pas très bon, hein. Donc je pense que c'est, alors évidemment peut-être qu'il y avait des nécessités opérationnelles qui ont conduit à faire ça, mais et ce n'est pas très motivant non plus pour les formateurs français et pour la France, puisque je pense que l'étape suivante, c'était la formation d'une autre brigade ukrainienne. Est-ce que c'est pas le marqueur d'un effondrement en cours de l'armée américaine, Euh, américaine, l'armée ukrainienne? De nombreux analystes américains, spécialement pro-russes, justement, ouais. ont l'air de considérer que ça fait partie des exemples qu'ils prennent pour dire qu'ils sont au bout du rouleau. D'ailleurs, Anthony Blinken ne cesse, entre autres, et Sullivan, ne cesse de demander aux Ukrainiens d'abaisser l'âge de la conscription à 18 ans. Jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, il est à 25. En fait, il faut bien comprendre que, en fait, juste avant le retrait des Russes de Kherson, c'était courant octobre-novembre 2022, les forces russes étaient en sous-effectif. Et en face, il y avait une certaine dynamique, même si elle était assez coûteuse sur le plan humain. Et il y avait eu cette offensive victorieuse des forces ukrainiennes sur Kharkov. Mais globalement, il y avait un sujet sur le front, sur le plan tactique, c'était un blocage tactique du front, parce qu'il y avait cette hypersurveillance du front, et cette hypersurveillance du front empêchait les concentrations de force et les grands mouvements tels qu'on les a connus pendant des années, et notamment pendant le deuxième conflit mondial, et puis également sur d'autres opérations comme les guerres arabo-israéliennes, avec ces grands mouvements de troupes, hein, qui étaient devenus Là, impossibles après. pour que tout le monde Comment? comprenne, vous parlez de l'hyper visibilité liée à Oui, l'usage en des fait, drones, des satellites. oui, surtout, en fait, il y a la surveillance du champ de bataille par les satellites, mais surtout par les drones, et puis les drones qui surveillent, mais qui sont aussi capables de frapper toutes les concentrations de force et même des petites unités. Donc c'est vraiment devenu un sujet pour les deux belligérants, et il se trouve que les Russes, à l'issue du retrait de Kherson, ont changé de stratégie et se sont euh, en fait, ont changé de stratégie et sont allés vers une stratégie d'attrition dont le but est de rendre, d'affaiblir suffisamment l'adversaire de manière à ce qu'il soit incapable de réagir ou de contrer des concentrations de force qu'il détecterait. Donc on est encore dans cette dynamique et il est possible qu'à force de frapper les forces ukrainiennes et notamment l'infanterie ukrainienne avec l'artillerie russe qui, sur le domaine, le champ de la moyenne portée, a une suprématie qui est drastique, hein, par rapport à ce que peuvent opposer les Ukrainiens, on soit dans cette phase-là, et une phase qui pourrait culminer sur le premier semestre 2025. Quand on regarde l'état d'épuisement moral et puis euh, morale des forces ukrainiennes, mais également le sujet de la recherche d'effectifs de l'État ukrainien pour amener des combattants sur le front. Parce que un des centres de gravité qui est le plus atteint et attaqué par ukrainien, qui est le plus attaqué par la stratégie d'attrition des Russes, c'est justement les effectifs mobilisés et mobilisables. Alors, c'était écrit dans le fil,
je sens qu'on va parler de centre de gravité. Ah ça, c'est quelqu'un qui vous connaît, je pense, Doubs qui vous suit. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est qu'un centre de gravité? Parce que c'est un élément extrêmement important de vos analyses et très, très utile pour comprendre ce qui se passe. Alors, le concept, ouais. Ah, excusez-moi, il y a un problème, la régie, désolé. Ouais, c'est pas grave. Bon, le concept de centre de gravité, c'est vraiment un concept de base dès que l'on commence à parler de stratégie militaire. Hein, notamment, c'est un concept qui permet de découper en fait euh, un adversaire stratégique, que ça soit sur le plan étatique, global ou sur le plan militaire, en recherchant ses points forts et surtout ses points faibles. Et lorsque l'on va s'attaquer à cet adversaire stratégique, on va bien sûr attaquer ses points faibles. C'est un petit des points dans ces centres de gravité. Il y a des centres de gravité qui vont affaiblir l'adversaire et d'autres qui vont être déterminants à force, puisqu'il va être tellement affaibli qu'il ne pourra plus réagir. Dans le cadre de l'affrontement entre les deux belligérants directs, Russie et Ukraine, il y a des centres de gravité qui ont été bien sûr attaqués de part et d'autre. Par exemple, lorsque les Ukrainiens, et ils continuent un petit peu à le faire, étaient sur une stratégie d'attaquer la flotte russe sur la mer Noire et la présence russe sur la presqu'île de Crimée, ils attaquaient de manière assez efficace un centre de gravité russe et gênaient fortement les Russes sur ce plan-là. D'ailleurs, c'est pour cela que la flotte russe a été obligée de se déplacer. Et lorsque les Russes ont commencé à basculer sur la stratégie d'attrition, ils ont attaqué très directement un centre de gravité qui était important pour les Ukrainiens, c'était les effectifs mobilisés et mobilisables, et par voie de conséquence, bien sûr, le moral de la société ukrainienne et le moral des soldats ukrainiens. Mais il y a d'autres centres de gravité ukrainiens qui sont attaqués, hein, notamment les centres de gravité qui sont liés à tout ce qui est industrie, notamment tout ce qui est lié à l'énergie qui permet bien sûr dans des pays comme cela de vivre et puis de faire fonctionner la société. Alors, en parlant justement de centre de gravité, il semble que cette analyse manque à nos dirigeants actuellement, non? Alors, oui, mais alors moi je peux vous dire que je ne sais pas si elle manque aux dirigeants, mais à l'état-major des armées, dès que vous faites une planification, quel que soit d'ailleurs le niveau de planification, que ce soit l'état-major des armées ou après dans un état-major de force qui soit du niveau de la brigade, alors même si c'est un niveau tactique, mais on va également parler de centre de gravité, et puis par voie de conséquence de points décisifs, alors je ne vais pas rentrer dans le détail technique, puisque les points décisifs sont entre guillemets des petits centres de gravité qui par agrégat permettent d'attaquer le centre de gravité, ou un des centres de gravité majeurs, eh bien c'est le fonctionnement des états-majors militaires en fait. C'est qu'une fois qu'ils auront analysé les centres de gravité de l'adversaire, au niveau stratégique, au niveau opératif et au niveau tactique, ils vont chercher à les attaquer et bien sûr à défendre eux-mêmes leur propre centre de gravité. Donc c'est le principe de base en fait d'une réflexion militaire. Et c'est pour cela que dès qu'il y a une décision politique, il faut que le politique définisse un état final recherché en négociation avec le militaire de manière à ce que cet état final recherché puisse se concrétiser sur le plan opérationnel et puisse être mesuré dans la conduite des opérations. C'est pour cela que lorsque on dit on va, par exemple, c'est souvent des déclarations politiques que l'on attend, on va, d'ailleurs les déclarations ont un petit peu changé en ce moment, on va soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire, si on n'a pas défini ce qu'est la victoire par rapport à ce que l'on dit, c'est compliqué derrière de définir un état final recherché militaire, puisque l'état final recherché politique n'a pas été défini. Et d'autant plus s'il est irréaliste ou irréalisable puisque jusqu'à présent, si c'était la victoire telle qu'elle était définie par le président Zelensky, c'est-à-dire retrouver les frontières de 1991, c'était difficile au début du conflit, mais maintenant c'est totalement irréaliste. Justement, il semble que le point qui était visé par les dirigeants occidentaux, c'était de s'attaquer à l'économie russe. Et c'était ça qui, au début, il se disait, c'est là où c'est fragile. Si l'économie russe craque, le régime peut tomber, il peut y avoir, ils ne pourront pas financer la guerre. Et depuis, ils ont l'air de courir un peu comme des poulets sans tête, c'est-à-dire de ne pas Ouais. arriver à trouver d'autres stratégies et à parler de, bah, on va mettre des chars, puis après on va mettre des F-16, puis après on va mettre ceci, puis maintenant on va tirer des missiles de moyenne portée sur le territoire russe, mais ils semblent courir derrière ce premier centre de gravité qu'ils n'ont pas réussi à atteindre au début.
Parce qu'il y a une très mauvaise analyse au départ en fait, de ce qu'était devenue l'économie russe. Hein. Ils avaient l'image de l'économie russe en fait, des années 90. Et la plupart des experts, alors je n'ai pas la prétention d'être un expert de la Russie, ainsi de suite, mais la plupart des experts que l'on cite et que l'on voit sur les plateaux sont des experts de l'ère soviétique. Et ils n'ont pas compris que, bien sûr, l'État russe actuel est un héritier, d'une certaine manière, de ce qu'était l'Union soviétique, mais en fait, dans une proportion qui est assez infime, puisque c'est avant tout un État qu'on pourrait qualifier d'autoritaire avec une économie libérale et une économie capitalistique. Donc on est vraiment sur une totale incompréhension de ce qu'est devenu la Russie sur le plan économique. D'ailleurs, Jacques Sapir l'explique très très bien, et beaucoup mieux que moi. De ce fait, il y a maintenant une forme d'escalade sur les armements sans qu'il n'ait d'effet souhaité, c'est-à-dire une forme de défaite des Russes sur le terrain, au point où on a eu l'autorisation. Le fait que des ATACMS, des Storm Shadow, des Scalp français puissent être tirés sur le territoire russe, donc c'est-à-dire des armements qui sont programmés par des gens des pays d'origine de ces armements, ce qui fait qu'il y a une quasi sorte d'entrée presque situation conflictuelle. Comme disent les Russes, nous ne sommes plus en paix. L'usage récent du noisetier, c'est-à-dire de l'arme nouvelle qu'ont présenté les Russes, est-ce qu'on est là dans une escalade dangereuse et est-ce que cette arme, d'après vous, a une particularité qui la rend différente, novatrice par rapport à ce que dispose l'OTAN? Bon, d'abord, c'est pas la première fois que des armes occidentales ou d'origine occidentale frappent le territoire russe historique. Je dis bien historique. Hein. Ça a déjà eu lieu lors de l'offensive de Kharkov. Il y a eu des autorisations à l'époque qui avaient été données par le président Biden, donc ce n'est pas la première fois. La différence, c'est que maintenant, il y a eu cette annonce, cette hypercommunication des Occidentaux et notamment des Européens, de la Grande-Bretagne et surtout de la France sur l'utilisation de ces armes, et que les Russes ont instrumentalisé ces annonces, hein, pour dévoiler un nouveau type d'armement dissuasif. Hein. Donc, c'est assez novateur, puisqu'en fait, ils ont rajouté un échelon conventionnel à la dissuasion qui était habituellement nucléaire. Et cet échelon conventionnel qui repose en fait sur une suprématie technologique liée aux vecteurs hypersoniques, et notamment avec ce nouveau vecteur qui est un missile balistique, mais avec des munitions terminales qui sont hypersoniques, hein, des têtes multiples, hein, jusqu'à 6 têtes par missile. Ils ont rajouté cet échelon conventionnel. Donc ils ont une riposte graduée qui se rapproche de celle qui avait été mise en place par les Américains avec la doctrine McNamara dans les années 60, à la différence que cette riposte graduée, maintenant, est conventionnelle, et ils ont rajouté cet échelon conventionnel. Ce qui veut dire que dans le cadre de cette dissuasion conventionnelle, ils peuvent frapper un adversaire sans pour autant engager le feu nucléaire. Et cela veut dire que sur le plan stratégique, doctrinal et puis également technologique, en face, les Occidentaux n'ont pas d'équivalent. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a eu cette frappe avec le missile Orichnek, on a pu remarquer que tout de suite, quasiment pendant 2-3 semaines, il n'y a plus eu de frappe sur le sol russe avec des moyens occidentaux, notamment des attaques MS. Aux dernières nouvelles, je crois que c'est hier, il y a eu de nouvelles frappes sur le sol russe avec des moyens occidentaux, de mémoire des attaques MS. Les Russes ont prévenu que la prochaine étape, après ce premier tir du missile Orichnek sur une usine de Dniepro, une usine d'ailleurs qui fabriquait à l'origine des missiles et des parties de fusées, notamment des propulseurs de fusées, ils ont dit qu'ils frapperaient les organes de pouvoir du gouvernement ukrainien. Donc, en général, les Russes, lorsqu'ils disent quelque chose, ils le font. Et c'est le principe même de la dissuasion, sinon vous n'êtes plus crédible. Donc, suite aux frappes d'hier, il y a fort à parier et on peut s'attendre à une nouvelle frappe de ce type de missile, mais sur un des centres de pouvoir ukrainiens. Il faut se rappeler que jusqu'à présent, les centres de pouvoir de Kiev n'ont jamais été frappés par les Russes, que ce soit le palais présidentiel, la Rada ou d'autres bâtiments gouvernementaux importants.
Donc là, vous faites référence au très récent tir à Taganrog, sur le territoire russe. Ouais. Et si j'ai bien compris, quand Poutine parlait d'atteindre des centres de commandement et de décision, peut-être qu'il parlait aussi de centres moins visibles que la présidence à Kiev, mais très enterrés. Il semble que ce missile peut atteindre enfin, un effet onde de choc qui atteint une profondeur importante. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade Risque véritable d'escalade ou entre. c'est juste verbal? Non, non, je pense qu'ils vont frapper, puisqu'ils l'ont dit, hein. Ils ont les moyens, en plus de frapper avec ce Non, je type de parlais entre missile. les Occidentaux et les. Oui, ça c'est sûr qu'ils vont frapper, Ah oui. puisqu'ils font ce qu'ils. Ben, les Occidentaux, le problème, c'est que les Occidentaux, ils n'ont pas de moyens de riposte équivalents, en fait. Et donc, ça pose un vrai problème. La différence, c'est que le gouvernement finissant aux États-Unis, qui a une vision de la géopolitique des États-Unis qui est notamment pas forcément la vision globale, mais dans les outils à utiliser, qui est sensiblement différente d'après les déclarations du futur gouvernement Trump que ceux qui vont arriver au pouvoir à partir du 20 janvier, et que par contre, la France et puis la Grande-Bretagne, et surtout la Grande-Bretagne d'ailleurs, puisque jusqu'à présent, il y a des missiles Storm Shadow qui ont été lancés, mais pas de missiles Scalp, et ça, on peut le noter. Hein, et donc cet avertissement ça intéresse avant tout les Européens, notamment les deux pays les plus avant dans cette idée de frapper le territoire russe avec des vecteurs occidentaux. Merci. Donc, affaire à suivre. Un autre conflit que vous analysez maintenant depuis plus d'un an, depuis le 7 octobre, c'est le conflit entre Israël et Palestine qui est devenu très très grave, avec énormément de massacres de civils, un nettoyage ethnique assumé, sur lequel s'est ajouté le conflit au sud Liban et l'invasion du sud Liban, qui semble-t-il a l'air assez difficile pour l'armée israélienne, qui est tombée sur l'os du Hezbollah. Mm. En tout cas, le Hezbollah a retiré ses unités de Syrie et c'est une des raisons, parmi de nombreuses autres, pour l'effondrement du régime d'Assad. Et maintenant, on a un nouveau pouvoir en place, qu'ici on dépeint comme bon, pluraliste et sympathique. Mais il semble quand même que ceux qui sont arrivés au pouvoir sont les héritiers de Al-Nusra, et même les héritiers d'Al-Qaïda, et que leur chef, Al-Julani, a aussi servi au sein de Daesh. Est-ce qu'on est en train d'avoir la mise en place d'un califat à Damas? Ce qu'on avait voulu éviter avec Daesh. Ouais. D'abord, je voudrais revenir quand même sur le conflit Oui, bien sûr, bien sûr. israélo-palestinien. Bon, le 7 octobre, donc c'est un événement qui est terrible pour la société israélienne et qui oblige ensuite le gouvernement Netanyahou, qui était très très disputé sur le plan politique, de réagir. Or, je pense que il y a tout C'était pays, l'objectif de Hamas, qu'ils réagissent. oui, tout à fait. Tout pays a on va dire des lignes de force stratégiques. La problématique d'Israël, c'est qu'ils n'ont pas de profondeur stratégique et qu'ils ont un territoire qui est découpé avec, au sein du territoire, même si on parle de manière toujours en forme d'espérance d'un possible euh, État palestinien, il est évident que ce n'est pas dans l'intérêt des Israéliens, quel que soit le gouvernement en place, et quelles que soient les déclarations qui sont faites. Parce que ça crée en fait une fragilité interne pour cet État qui n'a pas de profondeur stratégique et qui a des populations d'origine différentes. Alors, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un peu plus d'un million d'Arabes israéliens qui sont totalement intégrés à la société israélienne et on peut remarquer, quoi que l'on en dise, qu'ils ne bougent pas. Qu'il y a quelques Arabes israéliens qui font également partie des forces de Tzahal, hein, de manière volontaire, et que même il y a des populations comme les Druzes qui font partie des forces de Tzahal et qui arrivent même à des positions, à des positions d'officiers dans l'armée israélienne. Donc l'armée israélienne, c'est une armée qui est quand même assez qui est l'armée du peuple, entre guillemets. Hein. Il suffit d'aller en Israël, de passer quelques jours pour s'apercevoir qu'il y a des jeunes qui sont en uniforme, on les croise tout le temps. Donc on est face à un État qui est très militarisé. Pourquoi il est militarisé? Parce qu'ils se sont
en difficulté, possiblement, si jamais ils font preuve de faiblesse, possiblement ils pourraient disparaître. En tout cas, c'est le sentiment d'une majorité d'Israéliens. Et c'est pour cela que la doctrine de Tzahal, c'est une doctrine stratégique qui a été élaborée dans les années 60, c'est dès que je suis attaqué, globalement, je schématise. C'est je vais frapper tellement fort et de manière tellement disproportionnée par rapport à l'attaque que l'ennemi en face ou sera annihilé ou n'osera plus nous attaquer. Et ce qui s'est passé lors de l'attaque du 7 octobre, le choc a été tel que la décision qui a été prise, ça a été vraiment d'éradiquer, je dis bien, les forces qui se trouvaient sur la bande de Gaza. Le problème, c'est qu'il y avait une telle imbrication entre les forces qui se trouvaient sur cette bande étroite et la population, c'est que de manière disproportionnée et puis sans beaucoup prendre de gants, ils ont adopté la stratégie qui conduisent, hein, c'est en fait écraser globalement la bande de Gaza sous des tirs d'artillerie et des bombes, de manière à eux protéger en fait les vies des soldats israéliens. Donc ils préfèrent, entre guillemets, tuer peut-être de manière indiscriminée des civils palestiniens et sauver les vies des soldats israéliens. Donc ça, c'est la problématique de Gaza. Ce qui fait que sur le plan des opérations, surtout maintenant depuis que le Hezbollah a été affaibli, hein, ils vont finir évidemment par tuer, entre guillemets, dans l'œuf, la volonté de résistance des derniers combattants, je dis bien dans l'immédiat, hein, des derniers combattants du Hamas, en espérant que dans un processus futur politique, ils aient une forme de... Ce qui s'est passé en fait pour les Arabes israéliens, qu'ils aient une forme d'assimilation du reliquat de population restant sur la bande de Gaza à leur société, alors sous une forme ou une autre. Maintenant, l'un des enjeux de ce gouvernement, au-delà de Gaza, c'est qu'ils poursuivent des objectifs stratégiques, des objectifs d'annexion de la Cisjordanie, donc c'est clair, hein, puisqu'il y a une politique d'implantation des colonies qui se poursuit de manière importante et qui a été même accélérée depuis les événements sur la bande de Gaza, la guerre sur la bande de Gaza, et surtout, au plan stratégique, alors ça date des années 60 et surtout depuis la guerre du Kippour, il y a la problématique du plateau du Golan. Et là, on voit qu'à la faveur des événements en Syrie, ils ont pris pied sur la totalité du plateau du Golan, même peut-être même un an ou deux ans, commencer à descendre le plateau du Golan, de manière à créer cet espace stratégique qu'ils n'ont pas. Et le plateau du Golan, c'est vraiment une position stratégique qui est très très importante pour surveiller bien sûr la Syrie, les approches syriennes et également le sud Liban. Et donc l'on voit que sur place par Netanyahou directement. Il est allé sur place. Oui, exactement. De toute façon, dès qu'il y a eu en fait l'effondrement du gouvernement syrien, tout de suite, je me suis posé la question de l'annexion du plateau du Golan. Dans la semaine qui a suivi, ou les jours qui ont suivi, c'est arrivé. C'est vraiment un sujet, en fait, on est vraiment sur des impératifs stratégiques pour l'État d'Israël. Alors, on peut ensuite gloser sur le sionisme et tout ce qui y accompagne, sur le plan politique, cet État, mais en tous les cas, lorsqu'on analyse stratégiquement ce qui se passe actuellement, notamment en Syrie, il y a deux pays qui sortent vainqueurs de la situation actuelle. C'est la Turquie qui permet qui va sans doute à la faveur de ce qui s'est passé en Syrie, commencer à affaiblir durablement les Kurdes et notamment l'espoir d'un État kurde en utilisant les forces djihadistes et puis les forces qui sont proches également des services secrets turcs pour s'attaquer aux réduits kurdes. Alors on verra à ce moment-là si les Américains soutiendront ou non les Kurdes face à cette offensive. D'ailleurs, les combats ont déjà commencé pour reconquérir le territoire qui est tenu par les Kurdes et qui se trouve globalement à l'est de l'Euphrate. Et ensuite... Oui. Je me permets de vous couper parce que oui, effectivement, les Kurdes semblent être un des grands problèmes puisqu'ils ont été parmi nos meilleurs alliés. Ils ont pris Raqqa, la capitale de Daesh, après des combats. C'est Patrice Franceschi qui me disait que c'était du type Stalingrad, bataille finale. Mossoul aussi, où ils sont, une fois que la Golden Legion a été attritionnée considérablement, ce sont des commandos du Rojava qui y sont allés aussi pour
donner un coup de main aux Kurdes d'Irak. Donc, vous êtes d'accord, la situation pour eux maintenant est très très mauvaise. Ils se retrouvent tout seuls, Ouais, ouais. alors qu'avant il y avait une forme d'équilibre dans lequel ils pouvaient tirer leur épingle du jeu. En fait, pour l'instant, les grands perdants, acteurs régionaux, ce sont les Kurdes, avec leur espoir d'émancipation et de création d'un territoire. Et c'est la hantise des Turcs, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même la hantise des Turcs, ça. Et puis également, il y a la problématique, bien sûr, de cet affrontement mondial entre la Russie et puis les États-Unis, qui évidemment a également lieu sur ce territoire-là. Et avec un enjeu pour les Russes, c'est la pérennité de leurs deux bases, dont la base historique de Tartus qui date de mémoire de 1971, qui date de l'ère soviétique, et puis la base aérienne qui est plus récente, qui date de 2015. Donc mais il ne faut pas oublier qu'en décembre, le 7 décembre, il y a eu une réunion à Doha, en présence de la Russie, des représentants de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, et également du Qatar et de l'Arabie saoudite. Et je serais quand même assez étonné qu'il n'ait pas parlé de l'avenir de la Syrie lors de cette réunion. Et ce que l'on peut remarquer, alors ce sont des vidéos qui sont assez parlantes, c'est que l'on voit que les djihadistes, lorsqu'ils croisent des colonnes russes, il y a une forme de statu quo et surtout, il n'y a aucune recherche et velléité d'affrontement entre les colonnes russes, je dis bien sur les routes, qui passent de part et d'autre. Donc, il semblerait qu'il y ait des accords qui étaient passés Il y a une forme d'accord. entre ces parties prenantes pour réguler d'une certaine manière la fin du régime de l'ex-régime qui était en place en Syrie. Alors, quid de la suite, bien sûr, hein, puisque les Turcs vont pousser leur avantage. Je pense que les Russes vont chercher à garder leurs bases, hein, leurs deux bases, et notamment celle de Tartus. Et puis, quid de l'Iran? Je pense que l'Iran a décidé maintenant de se retirer d'un théâtre sur lequel elle a été entraînée suite aux événements du 7 octobre et de manière un petit peu outrancière, et où elle perd quand même des plumes, entre guillemets, au plan stratégique, hein, où ses alliés sont défaits et ou en difficulté, hein, parce que le Hezbollah, même s'il a résisté au plan tactique sur l'avancée israélienne sur le sud Liban, on voit qu'in fine, il y a eu quand même un cessez-le-feu qui a été signé, et que le cessez-le-feu stipule ce qui était exigé depuis la résolution des Nations Unies de la 1707 de mémoire, de 2006 ou 2007, que les forces du Hezbollah doivent se retirer au nord du fleuve Litani. Donc on est un petit peu quand même sur un fait que l'Iran, son grand jeu d'animation des forces de la résistance contre l'État d'Israël est en train d'être battu en brèche, et je pense que l'Iran va chercher à se recentrer sur son objectif stratégique majeur, qui est celui de l'accession au club des puissances nucléaires. D'accord. Maintenant que les héritiers d'Al-Qaïda et Daesh ont pris Damas, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils échappent au contrôle de ceux qui les ont soutenus, je pense principalement à la Turquie et aux États-Unis, et que ils fassent ce qu'ils ont toujours voulu, c'est-à-dire une extension du califat sur l'Irak, sur la Jordanie, sur le grand rêve des djihadistes, et qu'ils ne se cantonnent pas à cette posture actuellement prise par Al-Joulani de zelenskyisation, comme ça a été dit sur les médias américains, bien présentable, et de dire que c'est un djihadisme national, un peu comme Staline et le communisme dans un seul pays. Est-ce que c'est avec le djihadisme dans un seul pays, ou le djihadisme va continuer autour et donc mettre toute la région à la... Bon, vous savez, moi, je fais canaliser les informations qui circulent, hein, ouvertes, et j'essaie de comparer et j'écoute beaucoup. D'abord, est-ce que Al-Joulani a la main sur tous les groupes qui ont conquis en fait le territoire qui était anciennement tenu par le pouvoir, l'ex-pouvoir en place en Syrie? Est-ce qu'il a vraiment la main, et est-ce que cet ensemble de milices sont vraiment disciplinées et lui obéissent? Je dis bien des milices sunnites,
ou des milices internationales, puisqu'il y a des djihadistes internationaux, puisqu'il y a des Français également qui ont participé à cette offensive. Ce n'est pas vraiment une offensive, parce qu'il y a eu très très peu de combats, on va dire, cette ruée vers Damas, c'est à partir d'Homs. Moi, j'en suis pas certain, et puis je pense qu'il y a beaucoup d'analystes qui n'en sont pas certains. Maintenant, le positionnement de Al-Joulani, lorsqu'on fait référence au système politique qu'il a mis en place sur la ville qu'il tenait, Idlib, de mémoire, c'est ça, c'est Idlib, le nom de la ville. Il avait mis en place un système qui se rapproche un petit peu du système politique des frères musulmans. Hein. C'est le système politique qui est très très proche idéologiquement de ce que pense notamment le parti au pouvoir en Turquie. Hein. Donc on est vraiment sur ce type d'islamisme, hein, un islamisme frériste. Alors il y a une évolution, je pense, idéologique de cet homme. Hein, il est passé du djihadisme et s'est rapproché des frères musulmans. Donc, il s'est rapproché de la Turquie, hein, de facto sur le plan idéologique et maintenant sur le plan stratégique et militaire. Donc, je pense que lui, il est plutôt dans cette optique de mettre en place un régime frériste, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, sur le territoire qui a été conquis. Ça veut dire qu'il y aura des mesures vis-à-vis des minorités qui pourraient être, on va dire, acceptables, mais on ne sera quand même pas sur une situation équilibrée ou comparable à ce qui peut exister dans des pays. Alors, des pays beaucoup plus libéraux au plan culturel ou cultuel au Moyen-Orient. Je pense qu'à terme, son objectif, ça pourrait être avoir un système politique comparable à celui qui a lieu au Qatar. D'ailleurs, le Qatar est un financier important de toutes ces forces qui sont rentrées, notamment des siennes, qui sont rentrées en Syrie et qui ont battu l'ex-pouvoir syrien de Bachar el-Assad. Mais dans cette mouvance, dans tous ces groupes-là, il y a des djihadistes purs, hein, notamment les djihadistes qui sont francophones, hein, les Français, sont toujours dans cette idée de promouvoir le djihad à l'extérieur. Et la problématique, c'est tous les arsenaux de l'ex-armée syrienne qui ont été évacués et qui sont toujours en place. Et c'est pour cela que les Israéliens poursuivent des campagnes de bombardement drastiques sur ce territoire-là. Je crois qu'on était à plus de 500 frappes israéliennes hier, et notamment l'objectif étant de frapper tous les dépôts ou toutes les usines de fabrication d'armes chimiques et peut-être même biologiques, puisque on ne connaît pas également toute la teneur des travaux qui a été conduit par les Syriens dans ce domaine-là, mais on va dire surtout les armes chimiques, hein, notamment les neurotoxiques comme le sarin. Et le peu de la flotte syrienne semble avoir été partiellement coulée ou Ouais, abîmée. ouais, mais en fait, bon, je pense qu'il n'y avait pas un très très bon entretien de tous les matériels, que ce soit les aéronefs, les bateaux, et puis c'est vraiment des coquilles de noix. Hein. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que les Israéliens se gardent bien d'aller frapper des zones où il y a les Russes, ça c'est clair. Que les troupes djihadistes, entre guillemets, ou islamistes qui ont conquis la Syrie, sunnites, hein, islamistes sunnites, se gardent bien également d'avoir des confrontations avec les Russes. Donc je pense que les Russes vont sans doute sauver leur base et leur positionnement à terme sur le territoire syrien. Et il y a également une inconnue, hein, puisque vu l'implantation des différentes minorités sur le territoire syrien, qui sont des minorités qui sont très très marquées hein, géographiquement, les Druzes notamment sur le plateau du Golan, ne pas oublier que les Druzes historiquement sont souvent des alliés des Israéliens, quel hasard, et également que les communautés alaouites sont concentrées sur la bande côtière, et ce qui pourrait éventuellement fournir des opportunités de créer un réduit ou un État alaouite si jamais la cohésion de ce territoire est perdue à la faveur des affrontements interethniques. Comment vous voyez l'évolution des choses? Est-ce que vous pensez, alors je sais que vous l'avez précisé, vous êtes d'ailleurs c'est pour ça que vous êtes apprécié, quelqu'un de très sérieux et de concret, vous analysez les situations telles qu'elles sont. Mais là, je vais vous demander, pour une dernière question, un peu de prospective. Est-ce que vous pensez que dans à moyen terme, on aura une solution pacifique entre l'Europe et la Russie et que
les diverses guerres au Proche-Orient pourront cesser, ou plutôt qu'on est au début d'une escalade généralisée avec éventuellement en ligne de mire avec Donald Trump qui arrive au pouvoir, une extension du conflit à la mer de Chine. Bon, d'abord sur le territoire ukrainien, alors, je ne vais pas spéculer, il faut se rappeler quand même les objectifs des Russes, hein. Ils ont annexé quand même 4 oblasts ukrainiens. L'état des pertes, aux dernières informations, d'après Mediazona, qui suit les pertes, je dis bien les morts, hein, les morts russes depuis le début de ce conflit, ils seraient à 75 000, mais on peut l'évaluer à 100 000, ce qui est quand même important, étant donné que pendant le conflit en Afghanistan, les historiens ont évalué à 45 000 morts le conflit en Afghanistan. Donc, je pense que les Russes Et les ne... Américains, c'est 55 000 pour toute la guerre du Vietnam. Donc c'est vraiment Voilà. beaucoup déjà. Ouais, c'est beaucoup, hein, voilà. Donc, je pense que les Russes vont chercher à atteindre les objectifs qu'ils ont définis sur le plan territorial, c'est-à-dire libérer ou conquérir, suivant comment on se place sur l'échiquier, les 4 oblasts. Le problème des 4 oblasts, c'est que les frontières administratives ne sont pas des frontières topographiques facilement défendables. Donc, il est possible que, à la faveur d'une offensive pour libérer ces 4 oblasts, eh bien, ils cherchent à adosser ces 4 oblasts sur des frontières topographiques défendables. Donc, ça sera évidemment à suivre. Et que tant qu'ils n'auront pas la satisfaction par rapport à ces objectifs territoriaux, ils n'arrêteront pas le conflit. Ils n'arrêteront pas le conflit parce qu'ils ont les moyens technologiques et industriels de le poursuivre, que sur le plan humain, même s'ils ont des pertes importantes, ils font tout, quoi que l'on en dise, et ce que l'on entend sur les médias occidentaux, la plupart des médias occidentaux, ils font tout pour économiser leurs ressources humaines propres, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont ce recours massif à l'artillerie et aux appuis. Et qu'en face, l'Ukraine est épuisée industriellement, économiquement, humainement, moralement, hein. Alors je parle des forces, mais je parle surtout de la population. Qu'on ne peut pas projeter un pays comme ça, je parle de l'Ukraine, uniquement sur une guerre qui devient ingagnable, en fait, qui devient ingagnable par rapport aux objectifs qui ont été énoncés par le gouvernement, et qu'en face, les alliés occidentaux, je parle des Européens d'abord, n'ont plus les moyens en matériel de soutenir cet effort de guerre ukrainien, que parallèlement, la situation économique de ces pays est devenue difficile du fait, par effet boomerang des sanctions, et notamment des prix de l'énergie, ont complètement asséché les possibilités de croissance et mis en difficulté les différents pays industriels historiques comme l'Allemagne. Alors, il y a une petite aparté que l'on peut faire sur l'Europe, puisque l'Italie, qui est le deuxième pays industriel en Europe, bénéficie toujours d'une énergie à bas prix, puisqu'elle a accès au gaz du Maghreb, et notamment le gaz algérien. Et on remarquera d'ailleurs que la situation économique de l'Italie, sur le plan industriel, est plutôt bonne. Mais c'est une exception. Que par ailleurs, les États-Unis sont dans une phase de transition politique, et que globalement, leurs stocks également ont commencé à s'assécher, hein, puisque, et d'ailleurs, c'est pour cela que l'on voit que le Pentagone est toujours très, très prudent par rapport aux engagements et aux annonces du gouvernement finissant ou en phase de partir de l'administration démocrate actuelle, et que dans l'esprit de Trump, la grande compétition, on ne parlera pas forcément d'affrontement militaire, mais la grande compétition future, c'est bien sûr vis-à-vis de la puissance montante qui est la Chine. Mais on va avoir, je pense que le gouvernement Trump qui va arriver, ça va être une révolution comparable au gouvernement Kennedy qui est arrivé dans les années 60. Hein, ça va être un gouvernement qui va être révolutionnaire au sens propre du terme, et qui va projeter les États-Unis vers un nouveau modèle, et un modèle qui sera totalement différent de celui que les États-Unis ont vécu entre l'époque Kennedy et Nixon et puis maintenant. Donc ça va être une révolution, et qui va être portée par des personnes qui sont ou excentriques ou très extravagantes ou disruptives, comme Elon Musk ou d'autres personnes. Et c'est ça qui va être intéressant. Et c'est là où nous, si nous n'arrivons pas à nous positionner avec également en Europe des hommes forts et des gouvernements forts
qui ont cette capacité à avoir une position qui est marquée et les moyens de cette position, on sera mis en très grande difficulté. On en a parlé en début de cette matinale du de la manière dont, Donald Trump parle de Trudeau et il parle de gouverneur du Canada. Quasiment une annexion symbolique, du Canada par les États-Unis. Bon, en tout cas, monsieur Carès, Hervé Carès, merci beaucoup pour votre, venue sur cette matinale. C'est toujours, extrêmement intéressant et enrichissant, et bah, vous êtes le bienvenu, une Merci. autre fois pour continuer à nous éclairer sur ces questions, où on entend quand même énormément de bêtises et vous êtes une de ces figures qui ramène l'église au centre du village et qui rappelle les choses concrètes telles qu'elles sont. Merci beaucoup. Très bien. En tout cas, il faut être prudent toujours et puis utiliser le conditionnel et puis suivre les événements et puis chercher toujours à prendre du recul pour essayer de voir ou de deviner quelles sont les stratégies derrière ce qui se passe en fait. Hein. Et tous les grands pays en fait ont des stratégies hein, qui sont établies hein, lorsqu'ils ont des dirigeants qui ont conscience de ces stratégies. Le problème actuel de l'Europe et notamment de la France, c'est que cette vision stratégique n'existe plus, elle a disparu. Et ce qui fait qu'on ne fait que coller ou suivre benoîtement des stratégies qui ne sont pas les nôtres, que ce soit la stratégie des États-Unis ou la stratégie du gouvernement ukrainien, ou s'opposer à des stratégies. Alors, parfois, si vous voulez, on peut ne pas suivre les stratégies américaines, les critiquer, ne pas suivre les stratégies ukrainiennes, les critiquer, mais on ne peut pas non plus, bon, c'est le côté un peu pro-russe, épouser également de manière aveugle les stratégies russes qui sont également propres à leurs problématiques. Il faut absolument que en Europe et notamment chaque pays, et notamment la France, les dirigeants de la France aient cette vision des intérêts de la France de manière à se positionner dans le cadre des intérêts de la France. Et c'est là où on voit que très paradoxalement, en Europe, il y a un pays qui le fait de manière très très intéressante, c'est la Hongrie. Et Encore une l'Italie fois, aussi. merci beaucoup. On peut vous suivre, comme on le rappelait, comme on l'a dit au début, chez notre ami Régis de Castelnau, sur Vue du droit, où vous faites des interventions très intéressantes. Et à bientôt sur cette matinale. Bonne, Merci bien. bonne journée Bonne et journée à merci tous. beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez été très apprécié, évidemment, pour ceux qui ne vous connaissaient pas.